Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 2 juillet 2023. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, j'ai envie de vous faire une vidéo sur Ethereum pour vous expliquer plusieurs choses. Pourquoi, pour moi, Ethereum va certainement dépasser BTC pour plusieurs raisons, donc c'est ce qu'on appelle le flippening. Je vais vous expliquer pourquoi, et les indices à vérifier pour voir l'évolution de ce changement drastique. Deuxième chose, j'aimerais vous parler d'Ethereum au niveau vraiment de son utilité, de pourquoi ça commence à devenir un protocole par défaut et ce que ça signifie pour le protocole en lui-même Ethereum. Et on terminera sur quelque chose aussi d'important, c'est que la nouvelle des ETF sur BTC va être aussi porter un moment donné sur Ethereum, et ça, il ne faut pas en douter, c'est quelque chose qui arrivera à partir du moment où ils seront acceptés sur BTC. Dans la foulée, 6 mois, moins de 6 mois après, vous aurez de l'Ethereum, donc des ETF BTC, enfin des ETF spot Ethereum qui arriveront directement, et ça impactera aussi grandement le marché. Je vous explique tout maintenant. Je commence rapidement cette partie en vous expliquant ce qu'est Ethereum, parce que c'est très important de comprendre le but d'Ethereum et pourquoi ça a été construit et comment ça a été construit. Déjà, Ethereum, c'est la blockchain qui a créé la notion vraiment de programmabilité de l'argent à travers des smart contracts. Très important, on avait BTC qui avait ouvert la voie avec du scripting, donc quelque chose qui est assez simple, et Ethereum a ouvert la voie à beaucoup plus, à vraiment beaucoup plus, où on arrive même maintenant à avoir des wallets, donc c'est-à-dire des comptes qui sont programmables entièrement. Et programmables à tel point que l'on peut définir que à partir d'une transaction, on peut avoir toute une série d'autres transactions ou toute une série d'informations qui transitent. Et c'est très important parce qu'on parle de transaction dans Ethereum, ce n'est pas une transaction uniquement monétaire, mais c'est aussi une transaction, un échange d'informations. Et c'est principalement le but. Ethereum, ils ont inventé aussi Solidity, donc le langage qui permet justement de développer des smart contracts, donc ces contrats intelligents qui permettent de pouvoir définir les règles d'échange entre deux personnes, entre deux entités, entre deux comptes, et c'est ce qui permet aussi de donner tout ce volume vraiment à Ethereum et à tout ce que l'on peut voir au niveau des évolutions de la blockchain actuellement. Et ça a donné la naissance à la DeFi, donc DEFI, ce qu'on voit souvent passer, et ce dont on entend souvent parler, donc la finance décentralisée. Cette finance décentralisée permet vraiment de faire beaucoup de choses grâce à Ethereum, dans lequel on peut leverager par exemple, donc c'est-à-dire utiliser des cryptos que l'on a pour pouvoir emprunter de nouvelles cryptos. On peut tout simplement faire appel à une assurance, on peut acheter par exemple avec Reality des bouts d'appartements, de maisons qui sont à Boston et toucher toutes les semaines directement sur son propre portefeuille des loyers, et tout ça c'est permis grâce à Ethereum et grâce à l'évolution qu'a donné Ethereum, et forcément vous allez me dire l'évolution aussi de BTC, je suis d'accord avec vous, mais derrière c'est vraiment les smart contracts qui ont permis ça. Ça va encore plus loin parce que c'est Ethereum qui a créé les NFT, donc vraiment cette notion de contrat intelligent personnalisable, donc ce n'est plus une monnaie qui est échangée, mais un bout de code, un objet de code qui peut porter de multiples assets, de multiples données, de multiples utilités, dans lequel ça pourrait être une place de cinéma, une place de théâtre, ou une image, tout simplement, d'un singe. Mais on peut aller vraiment très loin dans les NFT, et c'est aussi grâce aux NFT qu'on a inventé les Soulbound Tokens, les SBT, qui permettent principalement d'attribuer à quelqu'un quelque chose et de lui retirer si on le souhaite. L'utilisation la plus fréquente reste par exemple l'obtention d'un diplôme. Je peux donner sous une forme de Soulbound Token ce diplôme à l'élève en question et il ne pourra pas l'échanger, il ne pourra pas le donner, mais par contre je peux potentiellement lui retirer si je le souhaite. Donc on est vraiment dans une évolution structurelle et c'est grâce à Ethereum. Ethereum a connu des grosses difficultés, notamment en 2020-2021, dans lequel on a eu un problème de scalabilité, un problème de coût, étant donné qu'on avait une utilisation drastique d'Ethereum, avec de plus en plus de transactions. Ça a coûté de plus en plus cher. À un moment donné, un échange, le simple transfert monétaire, coûtait plus de 150$. Donc ça n'était pas faisable, ça n'était pas possible de continuer, c'est pour ça qu'il y a eu la notion de scalabilité qui est arrivée, cette réflexion qui est arrivée à ce moment-là. Et la notion de scalabilité est inclue dans la roadmap d'Ethereum, mais Ethereum a poussé à autre chose, ce qu'on a appelé les Layer 2, donc les couches sur Ethereum qui permettent justement de créer de la scalabilité. On va parler par exemple d'Arbitrum, d'Optimism, on va parler de Polygon, maintenant qui sont en train de fusionner avec leur ZKEVM. Donc on est vraiment dans une notion où on a une base fixe qui est Ethereum, qui est décentralisée,
et qui, derrière, assure la sécurité du réseau, et ensuite on a des surcouches qui sont en train de se mettre en place pour, justement, offrir la scalabilité. Et c'est la force d'Ethereum, c'est de pouvoir proposer ça, de pouvoir proposer un élément qui est un protocole, qui est la base, en fait, de tous les protocoles. Ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé au niveau du protocole TCP/IP, où c'est quelque chose qui les a unis tous, et derrière, on a eu des surcouches qui sont mises en place pour pouvoir faciliter l'utilisation du protocole TCP/IP, et c'est exactement ça, enfin c'est exactement comme ça que je vois Ethereum et l'évolution d'Ethereum dedans. On va aller encore un petit peu plus loin, parce qu'il y a un élément important à prendre en considération, c'est, on a eu le The Merge. The Merge, c'est globalement le moment où Ethereum, qui était une Proof of Work, est passé en Proof of Stake. Donc ça a été un gros changement, c'est comme si on changeait directement les moteurs d'un avion en plein vol, et ça s'est très bien passé, ça s'est passé en septembre 2022, et ça a entraîné aussi pas mal de choses en termes de tokenomics. Donc au niveau du token en lui-même, donc au niveau de l'Ether, on était sur quelque chose d'inflationniste, et grâce à The Merge, on est passé déflationniste. Déflationniste à tel point que depuis The Merge, donc depuis 289 jours, on a brûlé directement 282 000 Ethers, quasiment 283 000 Ethers, ce qui est juste colossal, donc on est vraiment déflationniste sur une max supply qui a 120 millions, on a liquidé directement 282, alors que nous sommes, pour rappel, en bear market. Donc nous sommes dans un marché qui, à l'heure actuelle, a très peu de transactions, et il faut imaginer ce type de burning sur une utilisation de la blockchain Ethereum en plein bull market. On va avoir quelque chose, en plein bull run, on va avoir quelque chose qui risque d'être assez impressionnant et avoir vraiment une max supply qui risque de fondre comme neige au soleil, et ça risque d'être très important et très impressionnant à voir par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi pour moi caractéristique d'un élément au niveau d'Ethereum. C'est-à-dire qu'on a par rapport à ce que je vous ai expliqué d'Ethereum, on a la notion use case, ça veut dire la notion d'utilisation. C'est eux qui ont inventé l'utilisation de la blockchain dans tous les dérivés que l'on peut avoir. BTC, c'est encore à part, mais au niveau de l'utilisation pure dans notre société en tant que outil technologique, bah, c'est Ethereum qui l'a porté. Et là-dessus, on voit qu'ils sont en train de s'instancier comme étant un protocole. Et le fait de s'instancier comme un protocole montre pour moi une certaine volonté d'unifier en fait la technologie. Et est-ce que ça va sortir vainqueur? J'ai envie de vous dire que dans tous les cas, ça influencera grandement le vainqueur de cette lutte d'unification et de centralisation de la technologie blockchain, parce que forcément à un moment donné on aura 3, 4, 5 gros acteurs, voire 5 ça me paraît beaucoup, mais 3, 4 gros acteurs qui se disputeront, et du coup on va avoir une forme de norme qui va se mettre en place comme ça. Je pense qu'on n'aura pas quelque chose comme le TCP/IP, où on est encore trop loin pour l'avoir, il faudra patienter vraiment beaucoup, qu'on ait vraiment une lutte qui se mette en place. Donc pour moi, on a quand même un actif qui est porteur de use case, qui va se développer, qui commence à s'instancier comme étant l'unité de base. Je veux dire, toutes les autres blockchains majoritairement ont tendance à aller vers le VM compatible, ce terme que l'on voit partout. C'est-à-dire quoi? Bah, Ethereum Virtual Machine. Donc ça veut dire qu'on accepte les applications qui sont développées en Solidity, qui sont développées sur Ethereum. Et c'est très important, ça sous-entend qu'à terme, on aura certainement une interopérabilité qui sera portée par l'EVM Machine, et qui permettra d'avoir ce socle protocolaire. Et c'est un petit peu la vision générale de l'évolution que j'ai pour Ethereum. Et quand on prend cette évolution, et que on se met un petit peu plus dans ce que représente Ethereum dans la vie de demain, avec derrière une concentration de valeur qui est existante grâce au burning qui est mis en place, d'accord? Donc pour moi, en termes de projection, je pense qu'on va avoir quelque chose qui qui va être vraiment très impressionnant. Certes, là, actuellement, on est en dessous des performances que ce qu'on peut voir au niveau du BTC. BTC est actuellement en train de pousser avec un nouvel ATH sur le début d'année, alors que Ethereum, on a fait l'ATH en avril, et on n'arrive pas à retravailler au-dessus. Donc on est un petit peu en sous-performance au niveau d'Ethereum, parce qu'en même temps, BTC a cette notion d'ETF qui est en train d'arriver, dont on abordera à la fin de cette vidéo. Donc pour moi, ici on est un peu en sous-performance, mais ce n'est pas parce qu'on est en sous-performance qu'on ne pourra pas, sur un prochain bull run, arracher. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos techniques dessus, où pour moi on est toujours dans une belle accumulation ici effective, on est plus dans une forme de retracement structurel, de respiration. On voit qu'on a bien retesté la cassure réellement de l'accumulation qu'on a trouvé avec le breakout qui s'est fait, on a bien retesté cette zone-là, pour moi, pour retravailler les parties supérieures. Sur un gros bull run, comme je vous l'ai dit, j'ai une projection au niveau d'Ethereum, qu'on pourrait viser tout simplement le 1.618 en Ethereum à 8600, et j'ai envie de vous dire que moi l'Ethereum, dans cette idée-là, où on a quelque chose qui va devenir certainement la base protocolaire, qui a une concentration de valeur à travers son burning, je pense qu'on peut viser des targets beaucoup plus hauts, comme le 2.618, voire même le 3.618, donc aller chercher 13
18 000, voire même, pourquoi pas, 20 000 dans un prochain bull run, que ce soit celui-ci, que ce soit le prochain, pour plusieurs autres raisons. C'est qu'on a à côté un actif où on peut faire du stacking. Donc on peut avoir des rewards qui sont entre 3, 4, 5, 6% en fonction de l'utilisation du réseau, qui permettent justement d'avoir quelque chose de rémunérateur en plus de l'évolution du token. Donc on a quelque chose qui est vraiment parfait pour les institutionnels. Retenez ça pour tout à l'heure au niveau des ETF. Donc pour moi, c'est quelque chose qui aura vraiment une grosse poussée. Et là-dessus, on va se poser la question de la notion de flippening, cette notion où Ethereum va dépasser la market cap de BTC. Et donc, généralement, on a tendance à regarder Ethereum sur BTC, qui donne le ratio de la force de l'Ethereum sur le BTC. Donc plus ça va descendre, plus BTC surperforme Ethereum, plus ça monte, plus Ethereum surperforme BTC. On voit qu'on est quand même dans une forme de ranging depuis assez longtemps, depuis avril 2021, et cette forme de ranging est plutôt dans une petite tendance baissière, dans laquelle on est en train d'aller chercher les 0,05 pour faire un petit rebond avec une surperformance de BTC grâce encore une fois à ces annonces très fortes depuis le mois de juin. Donc on est ici dans une zone de ranging de consolidation très forte. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut regarder. Il faut regarder le différentiel de la market cap BTC sur Ethereum. C'est là où on va voir vraiment l'écart entre les deux, c'est-à-dire quelle est la différence monétaire réelle entre un BTC, en fait la totalité du market cap du BTC, versus la totalité du market cap d'Ethereum. Parce que, du coup, si vous avez bien compris, on va avoir un prix qui va monter. Parce que forcément, nous sommes actuellement dans quelque chose qui est utilisé. Donc cette notion d'utilisation va donner fortement une valorisation au niveau d'Ethereum. Et tout ce qui se construit autour d'Ethereum valorise aussi Ethereum dessus. Donc les layers 2 et potentiellement les layers 3 qui arriveront certainement dans un ou deux cycles qui suivront. On est dans un écart entre les deux. Et là-dessus, cette valorisation va se concentrer directement avec la diminution des tokens. Donc c'est une diminution du nombre d'Ethers. Il faut comprendre que la market cap, c'est quoi? C'est le nombre d'Ethers multiplié par le nombre, enfin la valorisation de celui-ci. Donc ça sous-entend qu'on va avoir une valorisation supplémentaire pour pouvoir remplacer la perte de market cap réelle que l'on aura. Donc la perte des Ethers qui seront brûlés. Donc pour moi, c'est vraiment l'analyse de ce cours, ce différentiel entre les deux. Actuellement, nous sommes à 362 milliards d'écart entre les deux, mais il y a peu, on était assez bas, on était à 45. En même temps, en 2018, on n'avait pas la même valorisation réelle, mais on voit que cet écart numéraire a fait que monter. Et pour moi, il faut aller retester ces 50 pour voir que, en effet, on serait dans quelque chose qui annoncerait justement ce flippening. Donc c'est-à-dire le dépassement d'Ethereum, le dépassement de BTC par Ethereum. On est encore relativement loin, on voit qu'on a bien cette surperformance de BTC depuis justement janvier 2023, donc début d'année on voit quand même qu'on a une grosse performance de notre ami BTC par rapport à Ether, on a du mal à suivre, mais ce qui est en même temps logique, ça va prendre du temps, c'est le principe, on est en train de construire sur Ethereum. Ethereum est en cours de construction alors que BTC, je le rappelle, est déjà construit, c'est quelque chose qui fonctionne depuis son lancement, alors qu'Ethereum ne cesse d'évoluer et qu'il y a encore beaucoup à faire sur la roadmap, et c'est pour ça que je suis d'autant plus bullish sur Ethereum, bien qu'il faut toujours faire attention à son exposition, parce qu'on sait que, étant donné que ce n'est pas terminé, ça veut dire qu'il y a toujours du risque, et s'il y a toujours du risque, c'est là où on a de la reward. C'est toujours le concept de base de l'investissement. Pour résumer et aborder la notion d'ETF, nous avons donc Ethereum, qui est un actif qui porte le protocole par défaut, qui porte les use cases, qui concentre sa valeur, et qui cherche, à un moment donné, à dépasser BTC par son utilisation, par l'utilisation générique, voire un ordinateur partagé par le monde entier, et c'est exactement la vocation d'Ethereum. Et du coup, on va parler maintenant de l'ETF BTC. Il faut comprendre que l'ETF BTC est un premier signe important. Et à partir du moment où il sera accepté, pour moi il est obligatoire que dans les 6 mois, nous ayons un ETF Ethereum qui arrivera. Donc ça veut dire qu'on donnera accès à des personnes, à des institutionnels, à des grands comptes, l'accès à Ethereum, un actif qui est donc porteur de use case, qui est donc déflationniste, et ensuite dans lequel on a des rewards de stacking. En fait, le produit financier est limite parfait, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un produit financier qui va toujours plus haut, et dont le nombre d'actions diminue, avec en plus des rewards qui sont continuellement générés. Donc on a vraiment quelque chose qui est très attractif pour l'institutionnel générique. Et on le voit très bien depuis que on a fait justement ce merge, on a une concentration, une augmentation du nombre d'Ethers stackés
parce que tout simplement maintenant, les personnes n'ont plus peur et stackent directement leurs Ethers, et on est en train de se diriger à plus de 20 millions d'Ethers stackés. On a dépassé les 20 millions d'Ethers stackés, on est plus de 20% je crois, du nombre d'Ethers stackés, donc ça va continuer à augmenter, et c'est pour ça que je vous dis que l'arrivée d'un ETF ferait énormément de bien à Ethereum et pourrait entraîner justement ici une surperformance d'Ethereum avec une courbe de différentiel des market cap qui chuterait, donc sous-entendu un Ethereum qui pousserait au-dessus de ce que BTC pourrait proposer en termes de valorisation et qui nous donnerait justement un Ether dans des ranges de prix entre 10 et 20 000. Surtout que l'on sait que Ethereum sera la fondation du prochain bull run, en tout cas c'est une de mes perspectives, c'est une de mes narratifs vraiment primordiales pour l'évolution de la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier sur BTC, dans laquelle je vous explique tout simplement ce qui est en train de se passer, le mouvement, et je vous mets aussi la vidéo identique à celle-ci, d'analyse BTC sur le long terme sur le prochain bull run, comment je vois l'évolution de BTC sur le prochain bull run, et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo.